Aujourd'hui, on parle de la poésie à la Renaissance et notamment de la Pléiade. À la mort de François Ier, le roi symbole de la Renaissance française, la France vit un moment d'apogée. C'est une période de paix, d'unification, d'affermissement du pouvoir royal. On assiste à l'essor des grandes villes, des beaux-arts, de l'humanisme. On assiste aussi à un essor littéraire et artistique décisif, notamment dans le domaine de la poésie, mais en général dans tous les arts. Cela grâce à la protection de la cour. Donc la cour, le roi, protège les architectes, les sculpteurs, les peintres et les poètes. Alors les rois qui se succèdent pendant cette période sont Henri II, de 1548 à 1559, François II, de 1559 à 1560, et Charles IX, de 1560 à 1574. Donc, dans le contexte culturel et littéraire, il y a une influence durable du culte des modèles antiques, notamment provenant de l'Italie, sur le goût et les formes. Et donc là, on fait référence au mouvement de la Pléiade. Les grands humanistes français qui marquent un tournant dans la culture de l'époque sont Jacques Amyot et Henri Estienne. Le rôle de la bourgeoisie est très important et donc cela permet d'atteindre un meilleur statut social du point de vue de l'écrivain. Alors en 1549, on a la publication d'une œuvre phare de la culture linguistique de la Renaissance. C'est un véritable manifeste des aspirations de l'époque, et c'est la défense et illustration de la langue française. Alors les auteurs en sont des jeunes lettrés qui sont réunis autour de Pierre de Ronsard, mais l'œuvre porte la signature de Du Bellay. Alors quels sont les objectifs des auteurs de la défense et illustration de la langue française? Alors tout d'abord proposer une nouvelle théorie littéraire, ensuite l'épanouissement et l'enrichissement de la langue française, et enfin créer de nouvelles formes poétiques. Le débat de fond, c'est la création d'une littérature française et originale. Et donc ce débat de fond va conditionner l'évolution de la poésie pendant les siècles à venir. Donc c'est une œuvre qui marque un tournant dans l'histoire linguistique de la France. Il s'agit, en synthèse, de dire le pouvoir des mots, donc de déceler la beauté et la vérité de la langue française. Alors quelle est la mission de l'art poétique au XVIe siècle? Alors c'est bien sûr de déceler et cultiver la force et la beauté du français. Comment on peut y parvenir? Alors, bien sûr, en la réanimant, en la diversifiant, et en rendant au français sa lumière, son énergie, son âme, son ardeur. Alors, en synthèse, le plan de la défense illustration se divise en deux parties. Alors, le livre 1 qui concerne la langue française. Donc, il faut cesser de négliger la langue, il faut imiter et non traduire. L'homme de la Renaissance se contrapose à l'homme de l'Antiquité et aussi on affirme que le français est mal étudié. Dans le livre 2, on se concentre sur le renouveau de la poésie, donc la nouvelle poésie. Et donc on affirme que la poésie française est à inventer. C'est Marot qui est visé ici par les auteurs de la Défense et donc les poètes de la Pléiade. On parle de technique, donc tous les genres, mais surtout, il faut privilégier des sujets qui font référence à l'histoire nationale. On met l'accent sur l'importance d'inventer de mots nouveaux, et dont les néologismes. Et enfin, on vise l'exploitation de ressources de la beauté poétique,
par le biais de la rime, des figures et des rythmes. Ainsi, le poète pourra atteindre la gloire nationale. Donc le poète est au centre de la défense du génie de son pays, tout comme dans d'autres domaines, les guerriers et les hommes politiques. Et donc, le poète a une mission qu'on peut définir de patriotique. Voilà pourquoi il était protégé par les rois. En synthèse, c'est un ensemble d'idées humanistes, donc langue française et inspiration de l'Antiquité, mais idées humanistes qui sont enrichies par des innovations, donc des néologismes, lexiques nouveaux, hein, et aussi par l'imposition de nouveaux genres poétiques. Alors, c'est la période, c'est le siècle, c'est le moment du poème d'amour et de son langage codé. Alors, l'unité thématique se concentre sur des éléments tels que la courtoisie, le pétrarchisme et le néoplatonisme. Alors, par courtoisie, bien sûr, on se réfère à la fine amor, et donc la dame inaccessible, le poète vassal, l'illustration de la quête amoureuse, de la quête du désir envers une femme idéale, tout cela, bien sûr, à travers l'emploi des figures de style, l'emploi important des figures de style. Hein. En ce qui est du pétrarchisme, alors là, les poètes de la Pléiade sont fortement influencés par Pétrarque et par son canzoniere. Et donc, c'est une poésie qui exprime une intimité douloureuse, la beauté féminine, comme le reflet terrestre de la beauté idéale, la contemplation de la dame, des sentiments tels que le désespoir, l'amour qui est vu comme un manque et aussi comme volupté. Alors, du point de vue de la forme, c'est le sonnet hein, qui l'emporte sur toute autre forme poétique, mais même s'il y a aussi des auteurs qui écrivent des odes, hein, comme par exemple Pierre de Ronsard. Les thèmes, quels sont les thèmes? La beauté fascinante, mais aussi la beauté déprimante, l'amour, l'angoisse et l'exaltation. L'influence de Marcille Ficin est aussi importante. Hein, donc, ce philosophe propose une relecture de Platon et donc le néoplatonisme. Alors, quels sont les principes du néoplatonisme qui vont influencer les poètes de la Renaissance? Alors, tout d'abord, les vérités pures, que Platon nomme les idées, sont dans un monde éternel, une sorte de paradis. Hein. Donc, notre âme en vient et attend d'y retourner lorsqu'elle sera libérée de la prison du corps. Et donc, c'est un principe de base hein, du néoplatonisme. Ensuite, le monde matériel n'est que apparence et reflet du monde éternel. L'amour, c'est un amour platonique qui est purement spirituel. Et donc, l'idéalisme s'accorde avec une conception de la poésie. Le poète est hanté par une aspiration à l'envol et son œuvre exprime un véritable élan vers l'absolu. Alors la Pléiade, c'est un mouvement spécifique à la poésie. C'est un groupe de 7 jeunes poètes du XVIe siècle. Pierre de Ronsard, bien sûr, Joachim du Bellay, Pontus de Thiard, Baïf, Pelletier, Bello et Jodelle. La mission de la Pléiade est de mettre en valeur la langue française. Et là, on fait référence bien sûr à la défense et illustration de la langue française, en s'inspirant de l'Antiquité et au rejet, en quelque sorte, hein, des idées directrices du Moyen-Âge. Les œuvres majeures sont Les Amours de Pierre de Ronsard, et où on trouve aussi le poème célèbre Mignon, allons voir si la rose, et Les Regrets de du Bellay.
Et un exemple de poème des regrets, c'est Heureux qui comme Ulysse. Les formes sont le sonnet, l'élégie et l'ode, notamment. Alors que les thèmes sont l'amour, le désir, la fuite du temps et donc l'invitation à profiter du temps présent, carpe diem, la nostalgie et le mal du pays. Alors c'est un groupe de poètes qui se réunit autour de Pierre de Ronsard, le prince des poètes. Hein. Donc tout d'abord c'était un groupe qui s'appelait la Brigade. Les premières rencontres eurent lieu au collège Coqueret, c'était le centre de l'éducation humaniste de l'époque, et l'humaniste de référence était Jean Dorat, hein, donc un célèbre helléniste. Il n'y avait pas de règles rigides. Les principes, ou bien le principe majeur, c'était un esprit novateur et l'amour pour la poésie.